toutes et à tous, nous représentons le réseau international des étudiants pour le climat, le réseau UNICE, ici à la COP27 qui se passe à Sharm el-Sheikh. Nous croyons à l'action des jeunes pour le climat. Et nous invitons tous les étudiants du monde qui sont universitaires et même au secondaire de rejoindre les réseaux UNICE. À toutes et à tous, bienvenue à cet événement entièrement créé par des membres leaders du réseau UNICE ce matin. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Alors, je me présente tout d'abord, je suis Claire Depardieu, membre leader du réseau UNICE. Qu'est-ce que le réseau UNICE? Eh bien, c'est une communauté de pratique où les étudiants et les étudiantes universitaires du monde entier apprennent à travailler ensemble et ils s'appuient sur leur savoir, leur expérience et sur la science pour partager, apprendre, collaborer et bien sûr agir pour faire avancer la cause climatique. Donc aujourd'hui, je vais co-animer cet événement avec Joël, membre leader également du réseau. Salut Joël, je te laisse te présenter. Merci Claire. Merci. Moi, c'est Essoram Joël Patia. Je suis membre leader du réseau unique et activiste climatique. Il me paraît quand même important de préciser que le réseau reconnaît la place des peuples autochtones dans la lutte contre les changements climatiques. Et d'ailleurs, moi-même, je viens d'un peuple autochtone, des territoires Lopatu et des territoires Cabretou, qui se situent pratiquement dans la zone montagneuse entre le Bénin et le Togo. Donc, ce panel a été conçu et préparé entièrement par 10 membres leaders du réseau, que sont nous, les deux co-auteurs, Claire et moi. Je salue au passage Vanessa. Salut Vanessa, tu allumes ta caméra, tout le monde te voit, qui a co-organisé sincèrement avec nous cet événement et cette activité. Merci. Oui, bonjour à tous. Je suis Vanessa Tala. Je suis également membre leader du réseau UNICE et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver tous à cet événement. Bon événement à tous. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, avant de commencer ce panel, on a quelques petites précisions techniques. Alors, comme on a beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est important de bien couper vos micros. Vous pouvez trouver le petit icône dans le coin gauche en bas de votre écran. Donc, pensez bien à fermer vos micros en tout temps. Côté caméra, on aime voir les beaux sourires, les intérêts, donc ouvrez-les. C'est toujours un plaisir de tous vous voir et tout au long de cet événement, je vais recueillir donc vos questions dans le chat et les transmettre à Joël. Nous sommes maintenant prêts à débuter officiellement notre événement. Étant associé à l'Université Laval, si vous suivez nos événements UNICE, nous faisons toujours une reconnaissance de territoire. Donc j'aimerais rappeler que dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval rend hommage au premier peuple de ces lieux, étant à la croisée des territoires Nyon-Wensio du peuple Huron-Wendat, du Nakina du peuple Wabanaki, du Nitassinan du peuple Innu, du Nitaskinan du peuple Atikamekw et du Wolastokuk Malicite, nous honorons nos relations les uns avec les autres. Je me présente ici en tant qu'allié tout au long de cet événement. Donc, nous allons avoir le plaisir de voir Joël nous présenter un petit peu des basiques, qu'est-ce que la COP et nous rappeler pourquoi ces événements-là sont importants. Alors, Joël, je te donne la main, tu peux partager ton écran. D'accord. Déjà, cette année, nous sommes à la 27e COP. Donc, du coup, depuis 1995, on a commencé à avoir la conférence des partis. Donc, c'est quoi une COP déjà? Il faut se poser aussi la question, vu qu'aujourd'hui, on va commencer avec les trucs basiques, il faut donner un peu plus ce que c'est que la COP. La COP, c'est
la conférence des parties signataires. C'est beaucoup plus retrouvé dans des sujets comme par exemple la conférence des parties pour la biodiversité, mais ici nous allons parler beaucoup plus de la conférence des parties pour le climat. L'acronyme déjà de cette COP, qui est la conférence des parties signataires, c'est un sommet annuel déjà qui réunit 197, qui réunit 197 pays à travers le monde entier pour pouvoir négocier et prendre des décisions, discuter sur comment réduire un tant soit peu les problèmes de changement climatique. Donc, elle fait partie déjà de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est un traité international qui a été signé par la quasi-totalité des pays et territoires du monde entier, qui a été mis en vigueur en 1994 avec pour vision de... Donc, ce qui est plus important un peu pour la mise en place de ces COP depuis 1995, c'est que ces COP sont importantes dans le cadre où elles permettent de pouvoir prendre des décisions pour le climat. Donc, d'abord, elles permettent de pouvoir mettre en place des stratégies de développement durable ou des stratégies de négociation pour le développement des communautés comme les peuples vulnérables, les pays en développement. Donc, un des avantages aussi ou des trucs importants de la COP aussi, c'est de discuter sur de nouvelles stratégies de négociation pour une meilleure ou une amélioration des populations, de la vie des populations vulnérables au changement climatique. Donc, cette COP réunit tellement de pays pour pouvoir discuter autour et pouvoir parler sur comment faire pour pouvoir quand même faire avancer beaucoup plus ceux qui sont beaucoup plus touchés par ces dommages quand même des changements climatiques. Merci à vous tous pour quand même ce début d'introduction. Merci Claire. Alors, merci beaucoup, Joël, pour le contexte. Ça nous fait une mise en bouche déjà sur la COP. Merci pour ces rappels-là. Alors, nous avons dans ce panel aujourd'hui basiquement deux, je dirais, grandes parties. Vous aurez l'occasion de voir, d'assister à un partage d'expérience des membres UNICE qui ont participé aux événements pré-COP et également des membres UNICE qui ont participé à la COP. Donc là, je vais laisser la place à deux compères, si je puis dire, que sont Arsène et Donat. Je vais les laisser se présenter et je vais les laisser partager leur expérience parce qu'ils ont assisté aux événements pré-COP en Afrique. Est-ce que Arsène et Donat, vous nous recevez? Vous pouvez prendre la parole. Oui, nous vous recevons 7 sur 7. C'est bon là-bas? Oui, c'est parfait. Vous pouvez commencer. Bonjour à tous. Je suis M. Donor Ekanga. Je suis accompagné de mon collègue Arsène Kaniki. Nous vous saluons depuis la République démocratique. Salut. Nous allons vous faire un retour d'expérience de ce qui a été la pré-COP 27. Et pour y arriver, nous avons choisi 4 points importants. Le tout premier point, la question a été posée de savoir pourquoi le choix a été porté sur la République démocratique du Congo comme pays organisateur de la pré-COP 27. Le deuxième point nous parlera de la déclaration des scientifiques après les travaux réalisés à Yangambi, toujours dans le cadre de la pré-COP 27. Et le troisième point nous parlera de la télé, de la genèse et dont l'implication du réseau UNICE et la contribution du réseau. Et pour finir, nous vous ferons un petit résumé du discours de la première ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Eve Basaï.
Sans plus tarder, nous passons déjà au tout premier point. La question a été posée de savoir pourquoi la RDC a-t-elle été choisie comme pays organisateur. Il s'est signaler lors de la COP 26, c'est-à-dire la COP post-Covid à Glasgow, la RDC s'est présentée comme pays solution à la face du monde. Pourquoi la RDC s'est autoproclamée comme pays solution? Lors de la COP 26, la RDC s'est présentée comme pays solution pour 3 raisons majeures. La toute première raison, la RDC est dotée d'au moins 155,5 millions d'hectares de forêts tropicales, ce qui lui confère en net 60% des superficies des forêts du bassin du Congo. Hormis ces surfaces forestières, la RDC contient des tourbières et des forêts de mangroves, ce qui lui confère, la RDC a la capacité d'aspirer au moins 1,5 milliard de tonnes de CO2 annuellement, soit 4% des émissions émises par la planète. OK, là c'était la toute première raison. Maintenant, lors de la COP 26, la RDC a pu démontrer au monde entier que ces forêts étaient toujours intactes par rapport à d'autres forêts tropicales, dont le Brésil, qui est la forêt de l'Amazonie, et puis la forêt de Bornéo-Mekong, qui se trouve en Indonésie, dont ces forêts-là ont déjà connu des exploitations et puis des brûlures par des feux. La deuxième raison, ce qui a poussé la RDC de se présenter comme pays solution, c'est à cause de ses réserves d'eau douce. La RDC contient le fleuve le plus grand en termes de débit. C'est-à-dire, elle a la capacité de couvrir toute l'Afrique en termes de nutrition, en termes d'hydrogène liquide et aussi en termes de besoins énergétiques futurs. Vous allez remarquer avec moi que la troisième raison est la plus importante, ce qui a poussé la RDC de s'autoproclamer comme pays solution et de faire en sorte qu'elle puisse organiser l'après-COP 27. Sur le plan minéral, la RDC contient les colbates, les lithium, les colombos, les tantalite et puis les germanium. Ce sont des minéraux cruciaux pour l'expansion de l'industrie électronique, voire même des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Vous allez remarquer qu'avec moi, lors de la COP 21, l'Agence internationale de l'énergie atomique a tiré une sonnette d'alarme sur le décalage grandissant entre les ambitions climatiques mondiales, de la décarbonisation, et d'autre part de la disponibilité des minéraux stratégiques indispensables à cette décarbonisation. Diligence qui a été donnée, la RDC étant les poumons, c'est-à-dire avec ces minéraux stratégiques, elle a l'opportunité de jouer un rôle de leadership du premier plan dans cette matière. Sans plus tarder, nous passons au deuxième point, qui est la déclaration des scientifiques de haut niveau après les travaux réalisés à Yangambi, l'une des provinces de la République démocratique du Congo, toujours dans le cadre de la COP 27. Oui, je vais essayer un peu de répondre la parole. Alors, le deuxième point, c'était la déclaration scientifique des hauts niveaux. Je dois un peu être beaucoup plus précis sur ça, des hauts niveaux, après des travaux réalisés à Yangambi. C'est toujours dans la République démocratique du Congo, dans une de ces provinces. Alors, c'était au début de 2022, au mois de septembre. Là, il s'est tenu cette conférence scientifique internationale à Yangambi, dans le cadre toujours de la pré-COP. Je dire qu'à l'occasion de cette conférence, une déclaration soulignant le rôle de forêts de bassin du Congo dans la régulation, pointant certaines urgences, a été rédigée. Donc, cette conférence a réuni plusieurs scientifiques de 26 pays au travers le monde. Là, il y a entre autres les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales, il y avait des organisations internationales, des autorités coutumières et autres. Alors, c'était le 7 septembre 2022 qui a commencé ces travaux de Yangambi.
À l'issue de cette rencontre, les participants ont préparé une déclaration synthétisant les différents points d'alerte soulevés pendant les échanges et discussions concernant la gestion de ressources forestières et de la biodiversité, mais aussi des aires protégées ou des réserves de biosphère, des sols, des ressources en eau. Alors, il y a eu deux points qui ont été présentés après ces travaux à Ngami. Alors, le vrai travail, c'était de réaliser le monitoring et développer des indicateurs sur la santé des forêts et de la biodiversité animale et végétale. Alors, aussi mettre en œuvre des stratégies de promotion et de valoriser des produits forestiers, mobiliser de financement durable pour garantir la formation du capital humain pour la gestion citoyenne des ressources forestières. Donc, vous verrez qu'il y a eu des points qu'on a retrouvés dans cette déclaration de scientifique qui résultent effectivement des travaux qui ont été réalisés à Yangami. Donc, c'est ça un petit briefing de la déclaration qui est issue effectivement de ces travaux de Yangami. Alors, sans toutefois tarder, on demandera à Claire de nous lancer un peu des images pour entamer le troisième point qui était basé sur l'atelier de la jeunesse et l'implication du réseau initié dans la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est vraiment très important. Donald, je vais te prendre la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Vous allez remarquer qu'avec moi, lors de la pré-COP 27, le réseau initié a été représenté par ses 2 membres au niveau national. J'essaie de signaler ici, le réseau initié a été représenté comme partie prenante lors d'un atelier regroupant plusieurs jeunes de la planète. Lors de la pré-COP 27, les réseaux initiés étant un réseau des étudiants qui défendent la cause climatique, c'est-à-dire pendant un atelier lors de la pré-COP 27, les réseaux initiés a rappelé à la face du monde, en d'autres termes, spécifiquement aux jeunes qui étaient présents sur l'importance des changements climatiques, mais aussi à faire un petit rappel, c'est-à-dire quoi? Pendant cet atelier, nous avons voulu passer les messages aux jeunes gens et aussi aux enfants. Pourquoi? Parce que ces problèmes climatiques, les enfants sont les moins qui polluent, mais ce sont les plus qui vont y subir les conséquences à la longue. C'est-à-dire, lors de la pré-COP 27, la contribution du réseau initié a été marquée par les discours que nous avons faits. C'est un discours un peu trop coriace. Nous avons rappelé, il y avait un discours, la phrase introductive, nous avons dit les effets des changements climatiques s'intensifient et ce sont plus les enfants et les jeunes d'aujourd'hui qui en subiront plus les pires conséquences. C'était une déclaration que nous avons rappelée à la jeunesse du monde entier, mais aussi les enfants qui étaient présents. Hormis cela, nous avons aussi lancé ce qu'on appelle les recrutements des nouveaux membres. Parce que lors de la pré-COP 27, il y avait plusieurs parties prenantes. Nous ne pouvons pas se limiter seulement pour la contribution. Nous sommes allés plus loin en rappelant à la face du monde et puis à la jeunesse qui était présente et les réseaux initiés commençaient avec les recrutements. Ah oui, c'était ça, en fait, l'implication du réseau initié, effectivement, qui était représenté par moi, Arsène et Donald, dans ces travaux de la pré-COP. D'où on a lancé officiellement le recrutement de nouveaux membres initiés. Je crois très bien avec les images que vous êtes en train de voir. C'était mon intervention où j'étais en train de lancer officiellement le recrutement de nouveaux membres, effectivement. Alors, tout en faisant appel aux jeunes étudiants qui ont pris conscience, effectivement, de travailler dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. Là, on tenait à informer que jusqu'à présent, nous avons recensé plus de 30 étudiants. Donc, c'est aussi un travail énorme. 30 étudiants ayant manifesté la volonté pendant la pré-COP d'intégrer les réseaux initiés. Donc, c'est vraiment
très important. Et on est à notre niveau en train de gérer ça, voir comment on peut et tous l'intégrer dans une plateforme, bon, effectivement peut-être dans un groupe WhatsApp, et voir les temps comment on peut mettre à leur disposition ce fiche-là d'adhésion, la fiche d'adhésion pour chaque membre qui aura effectivement besoin d'adhérer dans notre plateforme, dans notre réseau. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et nous tenons à signaler ici, les recrutements se fait déjà pendant la précoce 27. Nous sommes rassemblés comme les photos les montrent là-bas. Il y avait beaucoup de jeunes, hormis les Congolais, il y avait d'autres jeunes des Brazzavilliois, il y avait aussi des Cypriotes. Je ne sais pas s'ils sont avec nous ici. Il y a même des enfants qui ont été sensibilisés, comme le montre la vidéo. Donc, le réseau initié a été marqué lors de la précoce 27 parce que nous avons passé des messages à tous les jeunes qui étaient présents pendant la précoce 27. Et nous espérons qu'avec le temps, ces jeunes, bon, déjà au niveau national ici, nous avons déjà établi les réseaux, c'est-à-dire les recrutements déjà débutés. Nous sommes à la phase de recrutement. Et lors de la précoce 27, c'était vraiment une expérience pour nous qui était très nécessaire parce que les jeunes gens sont un peu discrets. Ils ne sont pas vraiment trop éveillés face à ces problèmes climatiques. C'est pour cela que nous avons sonné l'alarme en réveillant la jeunesse congolaise particulièrement et puis la jeunesse du monde en général face à ces défis climatiques qui restent pour les jeunes un problème que nous devons gérer, un problème que tout jeune doit s'impliquer. Sans plus tarder, nous passons à notre tout dernier point. Claire, vous pouvez arrêter avec la vidéo, c'est déjà bon. Nous passons avec notre dernier point, qui est l'intervention de son Excellence, Madame Ève Bazaïba Massoudi, la toute première ministre de l'Environnement et du Développement durable. Oui, moi je trouve que c'est beaucoup plus important de pouvoir vous présenter ce petit discours de la ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'est vraiment important, vu aussi actuellement le retombées de la COP27. Je trouve que c'est important de vous le présenter. Bon, en fait, la dame, quand elle a pris la parole, elle a premièrement présenté de mécontentements pour ce qui était de la répartition de fonds destinés à la lutte contre le changement climatique. Dans la RDC, effectivement, on n'a bénéficié qu'à moins de 2% de ces fonds. Bon, c'était vraiment très discriminatoire, et j'ai utilisé un peu de le dire. Cependant, elle a potentiellement un pays solution, comme Donald venait de le dire au tout premier point. Alors, c'était vraiment trop inquiétant. Alors, qu'est-ce que la dame avait voulu dire? Elle a soulevé des questions relatives à la mobilisation des ressources nécessaires qui permettront à la jeunesse africaine de prendre part d'une manière active dans la transition énergétique pour son développement vert et la création d'emplois pour le jeune. N'oubliez pas qu'en fait, lorsque la première vice-ministre, ministre de l'Environnement et de l'Environnement avait pris la parole, c'était lors de la tenue de la jeunesse. Là, elle était en train de s'adresser effectivement à la jeunesse. Dans la suite de son adresse, elle a insisté sur la difficulté de cohabitation entre la question de survie et celle relative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Face à cela, elle s'était interrogée sur l'exploitation des ressources naturelles qui, d'une part, permet à la population de trouver quoi mettre sous la dent. C'était vraiment un problème très compliqué. Alors, quel était l'extrait de son discours? Elle a dit: nous avons besoin d'exploiter nos ressources naturelles et trouver du pain à nos enfants. Mais sur la ligne de ces devoirs, il y a de plus en plus d'obstacles associés à la nécessité de réduire nos émissions. Plusieurs pays africains, bien sûr, ont du mal à opérer entre le survie de leur population et le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, alors que le continent n'est même pas responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Permettez un peu que nous puissions un peu le dire. Que faire maintenant dans ces circonstances? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants, ou contempler et les laisser mourir de faim. C'est comme ça qu'elle s'était exprimée. Elle a exhorté plusieurs jeunes à mettre sur pied des projets sur l'adaptation et l'atténuation sur le changement climatique.
leur promettant un accompagnement intellectuel et des négociations auprès de bailleurs de fonds. Elle a montré son intérêt à ce que les ressources naturelles, entre autres minières et pétrolières, soient exploitées dans le pays et transformées dans le pays. Donc, c'est vraiment un choix vraiment qu'elle avait clairement aux yeux de la jeunesse présente dans la salle, et elle a exprimé cela sans crainte, et je crois très bien qu'il y a eu des retombées positives après cette COP. Donc, c'était ça notre dernier point. Je ne sais pas. Okay. Sans plus tarder, merci beaucoup. OK. Nous remercions déjà Hassen et Donna pour cette présentation d'ouverture qui nous a propulsés au cœur de la pré-COP de l'autre côté de la RDC. Je vous invite bien entendu à rester avec nous et vivre aussi la COP qui s'est déroulée à Sharm el-Sheikh en Égypte. Donc, nous allons continuer en accueillant ici maintenant Dismas, membre leader du réseau, qui a été à la COP27 en tant que volontaire. Salut Dismas, je te laisse te présenter et nous partager ton expérience. On veut savoir comment on peut devenir volontaire comme toi pour les prochaines COP. Et bien sûr, on veut tout savoir en tout cas de ton expérience à la COP27. Allez, merci. À l'université, je suis à l'Université catholique du Congo, où je fais le doctorat en sciences sociales dans la faculté de philosophie, et qui approfondit les recherches en écologie, en éducation et aux droits humains. Donc, c'est au mois de juin que j'avais vu un appel au volontariat pour la COP, l'organisation de la COP, bien entendu. C'est comme ça, j'avais postulé, et en postulat, on avait toujours l'espoir. D'abord, moi, j'étais animé par l'esprit de participer dans la COP, comme j'avais fait cet objectif durant cette année. Et à un certain moment, j'ai été sélectionné, c'était en septembre. Et en septembre, j'étais déjà à Bujumbura, au Burundi. C'est là où j'ai vu le mail de sélection. Et à partir de ce mail, on a commencé donc le processus. Ce processus était constitué de 3 examens, je dirais, 3 tests. Le premier test est constitué à analyser, à tester nos connaissances et notre maîtrise sur les objectifs du développement durable. Et plus particulièrement, l'objectif numéro 13, qui parle des changements climatiques. Deuxièmement, plutôt dans ce même test, il y avait les questions qui cherchaient à connaître la capacité de quelqu'un pour organiser des événements nationaux et internationaux. Après cela, on a envoyé. C'est après une semaine où on a eu les réponses positives. Après ces réponses, alors on nous a dispatchés. On nous a dispatchés en fonction de quoi? En fonction de leurs préférences. Ils nous ont demandé d'envoyer les CV et de raconter des petites histoires qui nous concernent. Et par après, moi, on m'a orienté dans la section de nouvelles technologies, de l'information et de communication, ICT Team. Et là-bas, il s'agissait donc d'aider dans le contrôle de tous les matériels qui seront en train d'être utilisés pour transmettre les messages. Et là, ils ont organisé notre test. Avec ce test, il s'agissait de contrôler toutes ces connaissances. Là aussi, je suis sorti vainqueur. En sortant vainqueur, c'est à partir de cela alors qu'on a lancé les interviews. Non, d'ailleurs, bien entendu, avant les interviews, ils nous ont obligés, ils nous ont fait passer à l'apprentissage de certains cours. Il y a certains cours que nous avons faits en ligne. C'est nous-mêmes qui les avons faits. Ce sont les cours qui concernaient d'abord sur la communication, les gestes de communication et les stratégies de communication, les cours qui concernaient le management ou bien la gestion des conflits,
les cours qui concernent quoi? La résolution des problèmes entre les amis ou bien le travail en équipe, les cours qui concernaient l'anglais, les exercices d'anglais, bon, les autres cours qui concernaient la socialisation, les autres cours, les derniers cours consistaient au management. Donc, l'organisation en groupe. Comment est-ce qu'il faut organiser un petit événement? Comment est-ce qu'il faut faire quand tu perds le contrôle? Comment est-ce qu'il faut faire là où il faut demander conseil, ainsi de suite. Après ces 8 cours, on devrait avoir les 8 cours et présenter 8 certificats. C'était sur la plateforme qu'on appelait Almentor. Après cela, on nous a donc soumis aux interviews. Après les interviews, on nous a envoyé les lettres. Donc, vous comprenez qu'il y a les documents qu'on devrait chercher. On nous a envoyé les lettres d'invitation et nous nous sommes donnés à chercher les documents. Oh, je vous préviens, il commence à pleuvoir chez nous. Je vais augmenter le volume. Je pense que nous allons continuer à nous entendre. Alors, à partir de cela, nous avons commencé à chercher les visas. Les visas étaient gratuits et l'accommodation était aussi promise. Mais on nous avait dit que c'est nous-mêmes qui allons payer les frais de transport. Donc, c'est une expérience de nous-mêmes. Nous allons travailler avec les Nations Unies. Nous serons intégrés dans le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, c'était une expérience hors commun. Donc, on devrait payer pour aller. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on nous a même soumis sur ces exercices. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, bon, d'abord, quand on a eu tout, les visas donc, étaient gratuits. Quand on l'a eu, bon, on a prévu notre voyage. Nous sommes partis une semaine avant. Donc, la COP a commencé le 16, mais nous, a commencé plutôt le 6. Mais nous étions déjà là à partir du 28, 25, 26, 27, 28. Là aussi, on était en train d'accueillir les gens. Là, vous verrez, j'avais pris Éthiopian. Quand on était déjà arrivé là-bas, bon, on nous a installés dans des hôtels. C'est eux qui prenaient tout en charge. Il y avait même les transports internes. C'est toujours sur leur charge. Et quand on était arrivé là-bas, ils nous ont donné même les uniformes et nous étions enregistrés dans le secrétariat. Donc, nous faisions membres. Nous étions membres quoi, du staff volontaire pour les Nations Unies. Et quand on est arrivé là-bas d'abord, on a fait d'autres exercices d'intégration. Et dans cet exercice-là où on nous a envoyé dans les catégories. Moi, comme je vous avais dit, j'étais dans les nouvelles technologies. J'étais dans un centre d'opération, là où nous étions en train de manager quoi? La participation en ligne des délégués. Donc, vous comprendrez qu'on était avec le Master Control Room, là où tous les écrans qui se trouvaient dans toutes les salles de conférence étaient connectés dans notre room. Et à partir de cela, nous reprenions pour le faire suivre sur la plateforme des Nations Unies. Et comme ça, nous étions en train de faire quoi? L'enregistrement sur la plateforme et en même temps, le live pour permettre aux gens de suivre. Vous allez voir tous ces écrans. Tous ces écrans étaient devant nous. Nous pouvions faire tout, voir tout, et les gens qui étaient là pouvaient voir. Mais à un certain moment, on avait eu le temps de circuler dans les pavillons. Vous avez vu là où j'étais dans les pavillons de société civile. Ici, j'étais dans les pavillons de GIEC. Vous allez voir sur les images. J'étais aussi dans les pavillons de la francophonie. Il y avait beaucoup de pavillons. Mais pour partir, il fallait demander un petit temps parce qu'on était là, fixé, pour voir s'il ne faut pas perdre le fils qu'un petit détail pour permettre aux gens de suivre. Mais à un certain moment, on faisait des petits panels dans les pavillons. Il y avait même certaines salles où on intervenait, mais pas grandement parce que notre travail était de permettre aux autres de suivre et non de suivre. Donc, vous allez comprendre que nous n'étions pas des observateurs ni des délégués, mais nous étions les gens qui étaient ensemble pour
en fait, parmi les organisateurs. Mais pendant la pause, bon, on pouvait circuler. C'est même pendant cette pause où j'ai rencontré certains membres leaders qui étaient là. Vous voyez Cécilia, là où on était avec elle, sur le pavillon des jeunes. Il y a aussi Vanessa, qu'on avait rencontré là-bas. Et tout cela, on était ensemble. Bon, vous comprenez que c'était vraiment une joie. Ils se rencontraient tous, jeunes, membres leaders de l'UNICE, et partageant les ambitions. Donc, c'était vraiment enrichissant, le petit moment qu'on trouvait pour partager. Après ce moment, tout de suite, on devrait rentrer. On devrait rentrer dans la salle. Et quand on rentre dans la salle, on devrait toujours continuer à poursuivre le déroulement de la conférence. Donc, nous étions là. Vous voyez l'équipe. Là, on était dans une équipe. Il y a les volontaires et les staff des Nations Unies. Ici, on était avec six membres de 6 membres du staff des Nations Unies et nous, les volontaires qui étaient là. Donc, c'était un peu ça, ce qui était de l'expérience des gens. Qu'est-ce qu'il fallait? Il faut dire un peu. Là, c'était presque à la fin. Qu'est-ce qu'il faut dire à grosso modo? Notre rôle était vraiment incontournable. Je me suis rendu compte quand le ministre de la solidarité sociale de l'Égypte, qui était en train de prononcer un discours, c'est là où ils nous ont rappelé, ils nous ont montré combien on était intéressant. Je vous dis que dans tous les lieux, il y avait les volontaires, que ce soit dans les transports, pour faciliter le transport à partir des hôtels vers le lieu de conférence, pour faciliter les lieux. Donc, vous voyez les gens là qui montrent les différents lieux, qui montrent les différentes salles, pour faciliter l'enregistrement. Là-bas, dans la convention, pour faire l'enregistrement, pour faire l'accueil, je l'ai déjà dit, pour faire les transporter, les gens qui transportaient les petits jus, vous voyez, il y a les jus. Pendant la réunion, on se rendait compte qu'on peut même s'asphyxier. Il y avait les volontaires qui étaient chargés de ça. Il y avait les volontaires qui transportaient les personnes handicapées. Il y avait les volontaires qui étaient là juste pour la sécurité. Il y avait les volontaires qui étaient là pour l'utilisation en ligne de l'application, parce qu'il y avait l'application de la COP. Donc, c'était vraiment une expérience enrichissante, une expérience, je dirais que ça nous a vraiment motivés. Mais à un certain moment, je pourrais notifier ça. Quand nous sommes rencontrés avec les autres membres et leaders du réseau, on était en train d'échanger sur cela. Cécilia va se rappeler de cela. Il y avait les gens qui avaient été intéressés par les réseaux et qui venaient à un certain moment et qui manifestaient vraiment la volonté d'adhérer dans les réseaux. Mais maintenant, on est parti avec plus de 5 contacts. Ces contacts des responsables. Les responsables des écoles dans différents pays, là où ils veulent entendre les réseaux, les œuvres du réseau, l'importance. Donc, moi, je trouve l'importance maintenant de parler beaucoup du réseau, surtout chez les étudiants. Parce que les étudiants seront les leaders. Comme il y a ceux qui ont intervenu, comme les conséquences des changements climatiques touchent beaucoup plus les jeunes et les enfants, plus que les vieux. Donc, les étudiants pourront être les leaders pour porter haut ces plaintes, pour être des ambassadeurs. Bon, c'est ça, en tout, ce que je peux vous dire comme expérience. Mais à la fin, je vais vous dire que le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, était venu, il nous avait donné une séance, il avait pris une photo avec nous, et par après, le secrétariat nous a donné le certificat. On a fait 2 jours après la conférence, et puis on est rentré à la maison. Voilà un peu ce que j'ai gagné comme expérience durant cette COP. Merci Dismas, merci beaucoup.
Très beau message, je trouve, très beau partage d'expérience. Merci beaucoup. Maintenant, vous savez comment il faut faire si on veut être volontaire. Merci encore. Donc maintenant, on va se tourner vers Cécilia, qui sera suivie de Rebecca. Alors, ce sont deux de nos membres leaders qui ont assisté à la table de négociation et qui vont partager avec nous leur expérience. Donc, j'accueille tout d'abord Cécilia, qui va se présenter, et puis qui va nous parler de sa participation, de ses actions activistes au sein de la COP. Et elle voulait aussi nous parler un peu de la participation aux prises de décision de la société civile et nous parler aussi de l'implication des peuples autochtones. Cécilia, je vais absolument te laisser la parole et partager aussi ton montage. Tu me fais signe si ça ne marche pas. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis bien contente d'être parmi vous aujourd'hui pour partager mon expérience qui a été vécue avec certains d'entre vous aujourd'hui au panel de discussion. Je suis bien contente aussi de rencontrer les autres membres du réseau UNICE que je vois ici de manière virtuelle. Bon, j'ai participé à la COP à titre, donc rattachée à l'Institut EDS à titre de représentante du réseau UNICE, donc ce qui m'a conféré le titre d'observatrice. En parallèle, je mène un doctorat à la faculté de droit, je suis en droit international, droits humains, et mes recherches portent sur les droits culturels, le respect des droits culturels des peuples autochtones au sein des conventions de l'UNESCO relatives au patrimoine. Donc, ce qui explique pourquoi aussi, dans le cadre de mon expérience à la COP, non seulement je me suis intéressée à l'action des jeunes étudiants, mais aussi j'ai regardé aussi l'implication des peuples autochtones dans le cadre de la prise de décision et dans le cadre des négociations. Donc, ce qui va un peu montrer de quelle manière je vais intervenir aujourd'hui. Parfait. Donc, je vais partager mon écran avec vous et donc mon diapo. Donc, assister à une COP, en fait, c'est une expérience en soi. Donc, comme l'a rappelé Joël en introduction, la COP27 est le plus grand forum mondial en lien sur les changements climatiques qui réunit un grand nombre d'acteurs qui agissent pour le climat. Donc, le site était d'une grandeur telle, en fait, qu'il était vraiment très difficile de s'y retrouver. Deux zones principales structuraient le site. Donc, on a la Blue Zone dans laquelle je rentre actuellement et la Green Zone. Les deux sont situés à peu près 15 minutes en bus l'une de l'autre. Donc, c'était assez grand comme site. La Blue Zone, en fait, est là où se déroule l'essentiel des conférences. Donc ici, on voit donc les conférences, par exemple, du pavillon canadien, où j'étais reliée, moi, mon réseau était plus relié au pavillon canadien. Et on a aussi, dans cette Blue Zone, des événements qui sont issus d'autres pavillons, comme celui de la francophonie, ou d'autres d'autres conférences rattachées, qui ne sont pas rattachées à un pavillon national. C'est aussi dans la Blue Zone et vous allez vous balader avec moi. Pour moi, la vidéo n'est pas saccadée, mais je crains qu'elle le soit un peu chez vous. Je m'excuse à l'avance. Donc, dans la Blue Zone, qui est donc une enceinte séparée de la Green Zone, il y a, comme je vous l'ai dit, plusieurs types de conférences. Et dans une enceinte séparée de la Blue Zone, à quelques distances de marche, nous avons aussi un pavillon qui va abriter les négociations. Donc, plusieurs thèmes rythmaient nos journées. À chaque jour, un thème. Donc, la finance, la science, la jeunesse et les futures générations, la décarbonisation, l'agriculture, le genre, l'eau, la société civile, l'énergie, la diversité biologique et enfin, pour finir, le dernier jour avec les solutions. Donc, ce qu'on a pu remarquer, ce que j'ai remarqué en fait dans le cadre de cette COP, la société civile avait un rôle particulièrement fort et prépondérant. Donc, et face à l'urgence climatique qu'on vit toutes et tous,
de plus en plus de personnes donc, issues de la société civile se sentent concernées par les changements climatiques et ont assisté en très grand nombre à cette COP, la COP 27. Donc, plus de 40 000 personnes étaient présentes sur le site afin de porter leur voix et leur vision à l'égard du climat. Donc, à côté des représentants des États, donc à côté des partis, nous avons les ONG, les experts, les universitaires, aussi les partenaires privés, les jeunes, les peuples autochtones, qui ont pour la plupart agi à titre d'observateurs, qui ont participé non seulement en tant que panélistes, mais aussi aux prises de décision et qui ont un rôle crucial à jouer dans ces décisions. Donc pour ma part, comme je vous l'ai indiqué, j'agissais à titre d'observatrice rattachée donc, à l'Université Laval, ce qui me conférait en fait la possibilité d'assister aux négociations, mais de ne pas prendre la parole. J'avais le fameux badge jaune qui ne me donnait pas la possibilité de parler. Seuls les États et les délégués étatiques qui ont un badge rose peuvent c'est peut-être pour cette raison que je me suis mis en rose pour aujourd'hui prendre la parole sans faire exprès. Je viens de réaliser. Donc, la COP est reconnue comme celle par rapport aux autres COP qui a réuni le plus de membres de la société civile, mais aussi des jeunes leaders. On en a parlé beaucoup dans le cadre des interventions précédentes. Plusieurs panels donc, ont été organisés par des associations, des collectifs de jeunes excessivement militants. J'ai vraiment remarqué la puissance de leurs interventions dans leur pays. Et la décision finale, d'ailleurs, sur laquelle je reviendrai aussi plus tard dans le cadre de ce panel, le plan qui a été mis en œuvre à Sharm el-Sheikh montré justement et a reconnu l'impact des jeunes et demander aux États de les inclure davantage au sein directement de leur délégation, donc leur conférant ainsi un droit de parole. D'ailleurs, pour la première fois, un pavillon des jeunes, là d'où viennent ces photos, sont issues du pavillon des jeunes. Donc, la première fois, le pavillon des jeunes et des enfants a été créé dans le cadre de cette COP. Et aussi, pour la première fois, dans l'histoire de l'ONU, les manifestants ont été autorisés à défiler à l'intérieur même du site. Donc, c'est là-dessus que je vais maintenant intervenir. C'est sur les actions auxquelles j'ai pris part avec donc, les délégués québécois-canadiens. Ce qui s'est passé dans le cadre du pavillon canadien, donc, cette action, en fait, avait pour enjeu de dénoncer l'attitude du gouvernement canadien lors de cette COP qui a donné 8 badges aux industries pétrolières. On sait très bien l'impact des industries pétrolières de l'Alberta sur les changements climatiques et 8 badges de négociateurs ont été donnés à des industries pétrolières. Et ce jour-là, le jour de cette action, nous avons un code RED pour montrer l'urgence climatique. Ça coïncidait avec le jour où la ministre de l'Alberta, Savage, venait au pavillon. Donc nous, dans le cadre de notre manifestation, nous nous sommes déplacés devant le pavillon à l'extérieur afin de manifester notre mécontentement et aussi de rappeler au ministre canadien de l'Environnement, Steven Guilbeault, qu'il faut absolument stopper graduellement les énergies fossiles et c'est devient une urgence climatique qui était d'ailleurs rappelée au début de la COP. Donc, vous voyez, cette protestation a eu l'enjeu d'être relayée dans différents médias. Là, le journal Métro l'a relayée, mais il y a aussi eu une apparition dans le cadre du téléjournal de Radio-Canada et la CBC. Donc, elle a été relayée. Pour la petite histoire, avant de parler de la mobilisation des peuples autochtones, 25% d'industries pétrolières et d'entreprises privées ont rejoint les tables de négociation à cette COP, ce qui fait la grande part des partenaires privés dans cette COP. Donc, c'est une catastrophe. Voilà. Il faut dire que nous, observateurs, nous ne pouvons pas prendre la parole, mais eux, ils ont le fameux badge rose qui font qu'ils participent aux tables de négociation, la COP où on doit parler de la réduction en énergie fossile. Vous comprenez bien la stratégie du Canada à cet égard. Autre action le lendemain, c'était le même jour. C'était une journée assez active, militante ce jour-là. Les femmes autochtones. Donc nous étions
Un regroupement de, les femmes autochtones se sont regroupées devant la porte des négociations pour protester contre la spoliation des terres autochtones et des violences faites aux femmes. Des femmes autochtones du monde entier sont donc réunies, ont délivré des discours, toutes vêtues de rouge et certaines de leur habit traditionnel. On n'est pas sans savoir que les femmes sont les réelles gardiennes du territoire. Donc là, on entend un chant d'un membre d'un peuple. Et la violence perpétrée contre elles a un impact direct sur la bonne gestion du territoire. L'exploitation du territoire change leur mode de vie, porte atteinte aussi à leur identité culturelle et à leurs droits culturels. Donc, au cœur de toute action est ainsi rappelé ceci: No climate justice without human rights. Donc, nous étions à bord de négociations. Maintenant, nous allons rentrer dans les négociations. Là, je rentre dans le pavillon, la séance plénière où la société civile peut présenter ses préoccupations à l'égard du climat. Donc, à l'occasion de la COP27, les parties ont eu à se prononcer sur la mise en œuvre de l'accord de Paris, donc, qui a été voté en 2015 et qui vise à limiter le réchauffement climatique largement sous le 2 degrés et idéalement sous le 1,5 degré, et donc du protocole de Kyoto, qui vise la réduction des gaz à effet de serre. Comme je l'ai indiqué, ont le droit de parole les États et les parties qui sont des représentants de la société civile. Certains représentants de la société civile qui ont obtenu cette possibilité via un État. Les autres observateurs peuvent participer, ne peuvent pas prendre la parole. Seuls les États, par contre, ont le droit de vote. Ce qui reste, donc là, on assiste à une table de négociation où les États se retrouvent au sein d'une table carrée pour parler des textes. Donc, ce qui reste quand même déterminant, en fait, dans le cadre des négociations, et je l'ai saisi, ce sont les actions menées par la société civile qui sont en avant des tables, des pavillons des négociations. Là, ici, c'est la manifestation de Fossil of the Day Award, cet événement qui a lieu tous les soirs à 18h vise à décerner un award au plus grand pollueur. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que cette année, c'était les États-Unis qui l'ont remporté afin de souligner leur réticence extrême face au fonds qui a été mis en place dans le cadre de sa COP de Loss and Damage, pertes et dommages. Donc bravo les États-Unis. Et cette fois-ci, là, c'était la Russie qui devait s'exprimer par rapport à sa responsabilité à l'égard de la planète. Arrêtons les négociations, parlons quelque chose qui me tient à cœur, la culture en tout ça. Qu'est-ce qu'elle a à répondre par rapport au changement climatique? À mon grand à ma grande tristesse, la culture a été très oubliée au sein des négociations, au sein des discours. Et le patrimoine, en fait, a été perçu comme un élément qui subit des pertes face au changement climatique qu'il faut réparer. Par contre, en aucun cas, il est perçu comme donnant des solutions innovantes à la crise climatique. Pourtant, on le sait bien, les peuples autochtones le précisent, certains éléments du patrimoine immatériel, des savoir-faire, les pratiques, ça apporte des solutions durables pour préserver le territoire. Certains modes de vie, notamment des peuples autochtones qui vivent d'eux et par la nature, sont des vraies solutions. Et même les expressions culturelles qu'on voyait surtout dans la Green Zone étant située à une demi-heure de distance de la Blue Zone, autant vous dire que très peu de personnes y allaient, ne sont pas que belles à regarder. Elles font aussi figure de conscientisation réelle à la communauté internationale. Voir un panda qui vient de passer nous montre bien finalement comment notre consommation de plastique est anormalement grande. Et c'est cet effet-là que peuvent faire aussi les œuvres d'art dans l'espace public. L'art est aussi une protestation en tant que telle et pour cette raison, et montre en fait notre attitude consumériste trop importante. Donc, ne l'oublions pas. En conclusion, la COP a démontré vraiment que les jeunes forment une masse critique et se positionnent comme une force de persuasion très forte et donnent des solutions innovantes à l'égard
pour lutter contre les changements climatiques. Sans pression étatique, sans structure organisationnelle, leur parole a pour enjeu de servir le climat et non pas les lobbies. Ils ont une parole libre et éclairée et ils vivent les transformations actuellement et ils sont donc de plus en plus conscientisés à l'importance de préserver notre planète. Donc, plus que jamais, ils doivent être écoutés. Ça a été reconnu dans le cadre du plan d'action final qui a été adopté à Sharm el-Sheikh et leur action doit être valorisée. Là, la vidéo qui va s'en venir parle justement, c'est un moment excessivement émouvant de la COP. Nous sommes, donc toute la société civile, les États étaient réunis en face du secrétariat pour pour évoquer leurs préoccupations. Et là, c'est une jeune fille de 10 ans, une déléguée du Ghana, qui nous parle et je vous laisse, j'en dis pas plus et je vous laisse écouter. We agree to do what is needed to save our planet. Should we let the youth take over? Maybe only the youth delegation should be at the next COP. Right now, I kindly ask you to pause for a second and spare a thought for our children and our grandchildren and our nieces and nephews, or remember yourself at my age. Mr. President, it is my real hope that this COP27 will act for us. I'm sure nobody wants to betray us. Today is Friday, and like I'm doing, kids around the world have been absent from school on this day to show how much they care for the planet. Please be so kind and hear this request we have for you. 1, decide here to do more. Donc, ça a été applaudi à l'unanimité. C'est la première fois on a vu tous les délégués au complet se lever et applaudir à cette petite fille de 10 ans qui a exprimé cette préoccupation. Encore en l'écoutant, ça me donne un peu la chair de poule. Et donc, c'est sur cette belle image de la Green Zone que je finis en fait ma présentation aujourd'hui et je vous retrouve plus tard pour parler des conclusions de la COP. Ok, merci Cécilia de nouveau de nous avoir fait vivre la COP à travers ton intervention préparée avec Rebecca qui va suivre tout à l'heure, qui était aussi présente à la COP 27 et qui justement nous dira quelques mots sur le rôle de la jeunesse dans la prise de décision à la COP 27. Merci Cécilia et on va laisser la parole à Rebecca. Bonjour Rebecca, je te laisse te présenter. Joël. Merci Joël de m'avoir invité sur ce panel pour parler de mon expérience à la COP 27. Je suis Rebecca Gueli, je viens du Togo. Je suis chargée d'études environnementales à l'Agence nationale de gestion de l'environnement au Togo et parallèlement, je continue mes études doctorales en économie et la gestion agroforestière. Je suis présidente du réseau des femmes ambassadrices de l'environnement pour un développement durable et je suis aussi membre du réseau UNICE. Voilà, pour commencer ma présentation, j'aimerais revenir sur ce que c'est que la COP. Tu l'as déjà dit et Cécilia en a parlé. La COP, c'est la messe du climat qui rassemble toutes les parties prenantes du monde entier et permet de faire le bilan des actions sur la lutte contre les changements climatiques et de définir les nouvelles stratégies pour accélérer cette lutte. La particularité de cette COP, qui est la 27e, qui s'est déroulée en Afrique et en Égypte à Sharm el-Sheikh, elle ajoute des pertes et préjudices au niveau des axes de discussion, ainsi que la participation importante des jeunes avec un pavillon et une journée dédiée uniquement aux jeunes. Et à mon arrivée à la COP, j'ai fait la rencontre de la délégation Écolo-Trip, qui est une organisation qui regroupe les jeunes francophones autour des questions du changement climatique. Et nous avons discuté sur les conduites à tenir et les activités à mener pendant la conférence. J'ai rencontré plusieurs personnalités, des jeunes comme moi, et nous avons discuté des actions que nous menons dans nos différentes communautés et comment nous pouvons collaborer ensemble. J'ai aussi présenté la déclaration de Defalé, qui est un document de recommandation
qui a été rédigé par les jeunes francophones que l'Écolo-Trip, l'organisation auquel je fais partie, a regroupé autour de plusieurs thématiques au forum Wikeko qui s'est déroulé au Togo en août dernier. J'ai aussi parcouru plusieurs pavillons où j'ai rencontré beaucoup de jeunes et je suis particulièrement touchée de voir comment la jeunesse est mobilisée à cette COP, ce qui est d'ailleurs la lutte du réseau UNICE, qui est de voir les jeunes impliqués et prêts à contribuer au changement climatique. J'ai participé au Side Event sur la contribution des jeunes dans l'atteinte des ODD et j'ai parlé des activités que je mène avec mon association qui milite dans l'implication des jeunes et des femmes dans la préservation de l'environnement et aussi dans la lutte contre les changements climatiques. Nous avons présenté aussi nos projets phares. Aussi, comme l'a dit Cécilia, la culture est vraiment oubliée, mais elle peut vraiment contribuer en grande partie dans la lutte. Et il faudrait voir comment impliquer les acteurs culturels. C'est ce que Maman et Assalfo ont bien défendu pendant leur présentation sur l'importance de la culture dans la lutte contre les changements climatiques. Ils ont donné des exemples concrets sur l'impact que les acteurs culturels et leur sensibilisation pouvaient avoir sur la population. Et je pense que si ces acteurs culturels sont vraiment associés à cette lutte, on gagnerait tous dans la contribution et dans la préservation de l'environnement. J'ai eu à participer à plusieurs ateliers, tels que la presse du climat, comme vous le voyez sur la présentation, la presse du climat, qui est un atelier scientifique collaboratif conçu pour sensibiliser au changement climatique et qui met à la disposition de tous un outil innovant, efficace et accessible à tous pour comprendre les bases du dérèglement climatique et savoir comment et sur quel aspect il faudrait agir. Aussi, pendant 2 jours, j'ai été active aux côtés de Global Landscape Forum dans l'organisation de la conférence climatique la plus importante sur la restauration des paysages d'adaptation résiliente et génératrice, l'action communautaire et les droits fonciers sur la justice climatique, environnementale et les solutions innovantes de finances climat. Cette conférence m'a permis d'explorer les moyens de prendre en main mon destin par l'action collective basée sur la nature et la terre. J'ai aussi rencontré les membres du réseau UNICE. Nous avons discuté sur les enjeux de cette COP27 qui s'est déroulée en Égypte et les activités à mener par les membres du réseau UNICE pour leur participation effective aux prochaines COP. J'ai aussi participé au Side Event animé par plusieurs organisations au pavillon de la francophonie, par l'Observatoire méditerranéen de l'énergie, l'ADEME, des SIA Cleaners sur la lutte contre les déchets plastiques qui a pour thème Objectif Zéro, innovation et solutions, focus sur le bassin méditerranéen, Asie du Sud et les petits États insulaires en développement. Et nous savons tous que le secteur du déchet est un domaine vraiment ignoré, négligé, mais nous devons savoir que c'est un sujet aussi important que sensible. Beaucoup de témoignages sur les différentes actions sont plus penchés sur le curatif que le préventif. Nous savons tous que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, ces organisations s'appuient sur des actions de manière à prévenir les dégâts que de guérir ces dégâts que causent les déchets sur notre planète. Nous devons aussi savoir qu'il n'y a pas de petite initiative et que toutes nos actions contribuent d'une manière ou d'une autre à la lutte au changement climatique. Et quand le ministre égyptien a pris la parole, il a dit que bientôt, l'usage des sachets plastiques sera interdit dans certaines villes en Égypte et un accent particulier sera mis sur le recyclage des déchets. Et pour avoir passé deux années en Égypte, je peux dire que l'utilisation des déchets plastiques est vraiment monnaie courante et je pense que c'est vraiment un grand pas pour ce pays. J'ai aussi assisté à quelques manifestations et l'une des manifestations les plus importantes à laquelle j'ai assisté est celle où Frankie le dinosaure se sent vraiment indigné et exhorte les décideurs et tout le monde à ne pas choisir l'inspection. Pour lui, ce serait mieux
d'agir pour freiner le changement climatique qui ne fait pas du bien à la biodiversité. Au lieu d'investir dans l'utilisation des énergies fossiles, ce serait mieux de prendre ces fonds et d'aider les pays qui n'ont pas besoin de tout ce qu'on dépense pour l'énergie fossile, mais qui ont besoin juste du quart pour faire face à la crise climatique. Et aussi des femmes qui militaient et qui demandaient que des solutions concrètes soient trouvées au lieu de chaque temps faire des promesses, que des actions concrètes soient trouvées pour que l'on puisse passer à une étape suivante que de rester sur les mêmes choses chaque année. Et pour finir, je dirais que la COP27 a vraiment fait un pas en avant. Je suis persuadée que nous allons finir avec les promesses qui ont été longtemps évoquées dans la lutte contre les changements climatiques et nous allons passer aux actions concrètes pour vraiment remédier à ce problème, à ce défi du siècle auquel nous faisons tous face. Merci. OK. Merci Rebecca. C'est nous qui allons te remercier pour l'effort d'être ici et de nous partager un peu ton expérience assez concrète de la COP. Merci beaucoup. Sur ce même volet, féliciter membre leader du réseau complétera en quelques phrases le rôle de la jeunesse à la COP. Donc, bonjour, Félicité. Bonjour, Joël. Moi, c'est Félicité Arindo. Je suis étudiante en entomologie agricole à l'université de Ngaoundéré au Cameroun et membre leader du réseau international des étudiants pour le climat. Donc, par rapport à la question du rôle de la jeunesse à la COP, je pense que à travers toutes les interventions qui ont eu lieu tout à l'heure, nous avons vu l'importance de la participation des jeunes à la COP. Kaïsilia et Dimas le disaient tantôt, c'est les jeunes qui sont les plus touchés par les changements climatiques et donc ils ont leur mot à dire et un grand rôle à jouer. Donc, moi, j'aimerais répondre à cette question sous deux aspects. Le premier, c'est par rapport aux décideurs et le second sera par rapport à la jeunesse même. Donc, je dirais que du côté des décideurs, laisser les jeunes participer à la COP est une manière pour eux de montrer effectivement que la jeunesse a sa place dans le processus de la lutte climatique. Ils veulent donc écouter la voix des jeunes et connaître aussi leur rapport dans ce sens. Par ailleurs, les décideurs cherchent aussi à encourager les jeunes à s'engager davantage dans les questions climatiques et créer l'amour environnemental chez les tout-petits. Parce que tout à l'heure, nous avons vu lors des présentations qu'il y avait aussi les tout-petits. Donc, eux aussi, les décideurs voudraient en fait créer cet amour-là et voilà, les encourager toujours à continuer dans leur engagement dans la lutte climatique. Autre chose, je pense aussi que les décideurs cherchent à former les jeunes aux côtés des aînés et des dirigeants parce qu'ils seront bien évidemment les décideurs de demain. Maintenant, du côté de la jeunesse, je pense que cette participation est une énorme opportunité dans le sens qu'elle leur permet de pouvoir participer au processus de prise de décision. Kayseri avait bien insisté là-dessus tout à l'heure. Je pense que nous tous, nous avons bien entendu son intervention. De même, cela permet aux jeunes de valoriser leurs différents travaux climatiques et faire part de leurs différentes recommandations. Ça, c'est vraiment très important. Pardon. Donc, les jeunes ont des travaux à travers le monde et je pense que c'est une occasion pour eux de participer, de dire oui, nous aussi, nous participons pour la lutte climatique et nous avons des choses à vous dire. Donc, un aspect très important, je dirais aussi que participer à la COP permet aux jeunes de se former à devenir des adultes capables de s'exprimer, de régler des différends, de prendre part au dialogue constructif et d'assumer des responsabilités, non seulement à l'égard d'eux-mêmes, mais aussi de la société. Je voudrais donc par là ajouter un point concernant les possibilités de participation des jeunes à la COP. Parce que, bon, moi particulièrement, je ne connaissais pas ça, mais c'est pendant mes recherches que j'ai capté toutes ces informations-là. Donc, j'aimerais participer pour aider ceux-là qui ne connaissent pas les différentes possibilités de participation à la COP en tant que jeune. Donc, déjà, la première possibilité, c'est de postuler en ligne parce que tout à l'heure, je pense, lors de l'intervention de Dimas, il a parlé de ça.
parce qu'il disait que justement, il a vu l'appel en ligne, il appelle la candidature de volontaires et il a postulé, et voilà, par coup de chance, il a été donc sélectionné après plusieurs étapes, quoi. Donc, il faut vraiment être à l'affût des informations pour pouvoir profiter des opportunités, quoi. Une autre possibilité, c'est de participer au travers d'une organisation, donc être délégué ou bien représenter tout simplement une organisation à la COP. Et je parlerai aussi d'un cas échéant parce que j'ai vu aussi, je vais dire quoi, ce forum-là, en fait, on peut participer, on peut porter en fait ses idées à travers le forum EcoWeek. Le forum EcoWeek, c'est un forum annuel qui réunit les jeunes francophones autour des questions climatiques et environnementales. Dans lors de ce forum-là, je vais dire que les organisateurs recueillent toutes les recommandations des jeunes et puis sont chargés de porter ces recommandations-là au niveau de la COP. Donc, on peut ne pas avoir la chance de participer de manière présentielle, si on peut le dire ainsi, mais quand même porter ses idées parce que c'est ça qui est le plus important, c'est pouvoir partager ses idées au niveau de la COP pour participer justement à la prise de décision, comme je le disais tantôt. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remets la parole. Merci. OK, merci, félicité, vraiment merci pour ce partage. Bon, toujours sur la lignée de la COP, de manière pratique, nous allons inviter une fois encore Cécilia pour nous donner un peu les conclusions de la COP au niveau de Sharm el-Sheikh en Égypte, pour qu'on puisse savoir sur quoi est terminée cette COP. Merci, Cécilia. Oui, allô, rebonjour, rebonjour. Mon Dieu, je vois plus de vos têtes. Ah, ça y est, je vois un peu vos têtes. Bon, ok. Donc, qu'est-ce qui a été adopté dans le cadre de la COP27? Bon, un plan bon, beaucoup de décisions ont été adoptées, mais en fait, pour conclure en fait ces 10 jours de négociations, un plan de mise en œuvre, donc l'implementation plan de Sharm el-Sheikh, a été approuvé donc par les parties dans la nuit du 19 au 20 novembre et qui a été jugé décevant par la société civile et par aussi certains États. Donc, ce qu'on peut retenir d'un point de vue général, donc demandé il y a plus de 30 ans par les États insulaires, et je pense que c'est l'État du Vanuatu qui l'avait demandé, et vivement défendu par la société civile et les jeunes, un fonds sur les pertes et les dommages a été créé. Donc, la création de ce fonds était considérée vraiment comme une priorité pour plusieurs pays lors de ce sommet mondial et s'en sont exprimés à ce sujet au début de la conférence. Ce fonds a pour objectif de dédommager les pays en voie de développement qui sont affectés par les changements climatiques. Par exemple, le déplacement forcé des populations, la perte du patrimoine, de la culture, des modes de vie des communautés locales et autochtones. Ce fonds, la manière de son fonds va être fait est encore incertain et pas très clairement établi, mais il serait financé par les pays développés, les plus pollueurs, donc incluant aussi la Chine, sur lequel beaucoup de discussions ont eu lieu, et donc ceux qui sont en majorité responsables de la crise climatique. Qu'est-ce qui a été alarmant à la suite de ça et pourquoi rappelons que ce plan a été approuvé a été fini d'approuver à 5 heures du matin. Rappelons que la conférence devait finir le 18 et elle s'est finie le 20 novembre, ce qui explique que plusieurs délégués n'étaient pas là. J'ai pris l'avion avec le ministre du Canadien Stephen Guilbeault, qui était manifestement pas dans les négociations parce qu'il était dans l'avion avec moi le 19. Donc, plusieurs délégués n'étaient pas présents parce que ça a été retardé d'une journée, en fait, les négociations. Ce qui est alarmant, c'est qu'aucune disposition n'oblige les États à intensifier leurs efforts pour réduire les émissions. Alors que l'urgence climatique a été proclamée en début de conférence par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, cette COP s'est davantage concentrée sur les dommages et les effets causés par le climat, certes importants, plus qu'elle ne s'est intéressée aux causes des changements climatiques.
Pourtant, dès le début des négociations, et même dès le début des négociations, l'agenda de la COP ne prévoyait pas de réelle discussion sur la manière dont maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré. L'Union européenne, par exemple, a exprimé beaucoup de craintes et préoccupations à cet égard, qui, eux, étaient en faveur d'un accord pour diminuer, en fait, pour maintenir ce réchauffement en dessous de 1,5 degré. Rappelons que lors de la COP26 tenue à Glasgow l'année dernière, les parties avaient approuvé un appel à la réduction progressive de l'énergie produite par le charbon. Cette année, lors de la COP, l'Inde a demandé d'étendre cette disposition à toutes les énergies fossiles. Donc, on comprend pourquoi, finalement, cet accord a fini à 5 heures du matin, c'est que les États n'étaient pas très en accord de rajouter cela au plan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la présidence égyptienne a changé régulièrement de documents. Je pense qu'ils ont dû négocier sur 4 documents différents et a décidé finalement de ne pas inclure cet ajout dans le projet de décision. Donc, aucune mention à la réduction progressive des énergies fossiles n'apparaît aujourd'hui dans le plan de mise en œuvre. Le texte final qui a retiré cela du plan de mise en œuvre a finalement opté pour valoriser les énergies renouvelables à faible taux d'émission. C'est certes important, mais cela montre j'ai perdu ma dernière page, ça prouve que la réduction progressive n'est pas à l'ordre du jour. Autre souci je fais ça sans page. Autre souci qui a été manifesté dans le cadre de la COP, elle provient donc des peuples autochtones. Certes, ils étaient excessivement présents partout ils faisaient force de persuasion et d'opposition par rapport à tout ce que pouvait être amené sur la table de négociation par les États, mais dans le plan de mise en œuvre final, seulement 2 mentions figurent aux peuples autochtones. On reconnaît leur rôle, tout comme de la même façon les jeunes, pour leur rôle pour lutter contre les changements climatiques, mais on ne parle pas de leur droit, par exemple, à participer aux prises de décision dans le cadre de toute action qui ont été menées dans le cadre de la convention, dans le cadre des COP. Certains représentants parlant justement au moment de la présentation du plan de mise en œuvre, certains représentants autochtones ont évoqué le fait que cette structure était même, ils ont parlé de colonialisme climatique, du fait que leurs droits n'étaient absolument pas promus et qu'il fallait maintenant les reconnaître comme étant la solution. Seulement, la collaboration est prévue et rappelons qu'une consultation n'est pas un consentement. Donc, ça, c'est la petite chose par rapport aux droits des peuples autochtones. En plus que, ce qui est oublié aussi, c'est bien sûr la culture. Le terme patrimoine apparaît une seule fois, comme je l'ai précisé dans le texte final, le projet de mise en œuvre, pour parler de la perte du patrimoine causée par le climat. Et en fait, cet ajout-là provient d'ailleurs d'une ONG qui est Climate Heritage, qui a réussi à avoir cette mention-là dans le texte. Donc, qui montre aussi la mobilisation de la société civile au sein des négociations pour obtenir des choses. Donc, c'est à peu près les conclusions générales très rapides de la COP, et en attendant que l'année prochaine, le fond soit maintenant plus clairement identifié et présenté. OK, merci Cécilia. Merci Cécilia pour cette conclusion et la petite précision sur le rôle des peuples autochtones. Et aussi leur voix qui n'a pas beaucoup été prise en compte lors de cette COP. C'est vraiment intéressant. On aimerait quand même en discuter plus. Hein? Donc là, nous allons recevoir Vanessa, membre leader du réseau et co-organisatrice de cet événement, pour nous parler des enjeux et des opportunités de changement climatique pour les jeunes. Alors, Vanessa? Salut. Oui, merci Joël pour la parole. Bonjour encore à tout le monde, ou bien bonsoir en fonction de la zone où on est édité. Moi, je vais simplement vous entretenir sur quelques points concernant les enjeux pour la jeunesse, également les opportunités liées au changement climatique.
Donc, de manière générale, déjà, je peux commencer en disant que près de 16% de la population mondiale est d'abord une population jeune. Donc, vous avez vu tout à l'heure, lorsque Cécile a présenté les manquements qu'il y a pu avoir à la COP, nous pensons que l'implication de cette population-là, de la population jeune qui a avec elle la vigueur, la force, le dynamisme et qui représente également la relève, si cette jeunesse-là se décide réellement de s'impliquer à 100% pour les questions climatiques, les choses pourront réellement être changées ou encore les choses pourront être améliorées parce qu'il y a beaucoup de changements qu'on a pu également observer avec la dernière COP. Et donc, on peut considérer que la jeunesse, c'est la relève de demain. La jeunesse, c'est vraiment cette population-là qui pourra après prendre des décisions. Et c'est important que la jeunesse actuelle puisse être dans l'ardeur et puisse avoir le zèle nécessaire pour pouvoir être active maintenant et aussi dans le temps. Il est important également pour la jeunesse, c'est vraiment notre créneau, que la jeunesse puisse s'impliquer maintenant et se donner également les outils. Parce que pour réellement impacter, il est important d'avoir tous les outils nécessaires pour avoir la capacité de pouvoir prendre la parole, de pouvoir apporter des actions palpables qui pourront permettre de pouvoir apporter le changement qu'on veut voir. Au niveau donc des outils, nous pensons qu'il est important, je pense également qu'il est important que la jeunesse puisse déjà se former. Tout à l'heure, dans les différentes interventions, on a eu Dismas qui expliquait comment est-ce que lorsqu'il a pu soumettre, lorsqu'il a soumis pour pouvoir participer à la COP, il a eu à faire des formations. Donc, il y a beaucoup de formations qui sont disponibles sur le net. Des formations, par exemple, dernièrement, il y a l'IFDD qui a lancé une formation de 20 femmes négociatrices qui ont après été impliquées dans les négociations au niveau de la COP. Donc, il est important vraiment d'être diligent et de pouvoir être tous les jours présent sur le réseau, vraiment en dehors de WhatsApp et tout ce qui va avec, de vraiment utiliser ces données à bon escient pour chercher les informations et être capable après de pouvoir se former. Donc, en dehors de ça, il y a également des programmes qui sont disponibles pour pouvoir participer aux événements comme la COP, comme la pré-COP ou bien la COP sur la biodiversité qui a déjà, qui sera en décembre là. Donc, important de pouvoir également savoir qu'il y a des financements qui sont disponibles, des financements qui peuvent permettre de passer à l'action, parce que justement, en dehors après les COP, il y a également des actions qui sont attendues au niveau de l'adaptation et aussi au niveau de l'atténuation. Il est important de savoir qu'il y a des financements qui sont disponibles. Donc, je pourrais prendre par exemple juste l'exemple du financement qui a été disponible grâce au réseau UNICEF, qui a lancé un appel dernièrement où on a postulé, on a pu avoir justement un financement pour développer un projet de sensibilisation et de renforcement des capacités à Mara au Cameroun. Donc, il y a des financements comme ça qui sont disponibles, qui peuvent également accompagner les jeunes dans l'action climatique. Et ce que je veux dire encore, c'est vraiment au niveau de la jeunesse qu'il faudrait que nous soyons tous intentionnels. Donc, vraiment, dans la planification des actions, être avant-gardiste, dynamique et résolument engagé. On sait par exemple que la prochaine COP, c'est bientôt déjà commencer maintenant à se préparer. Lorsqu'on veut intervenir, commencer déjà à savoir, OK, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir participer comme volontaire, comment est-ce que je fais pour m'organiser pour mes formations, pour être capable de pouvoir également apporter ma voix à la voix des autres jeunes qui déjà commencent à s'impliquer dans cette question-là. Je terminerai rapidement en disant simplement qu'il n'y a pas de planète B. Donc, tout ce qu'on a pu développer, tout ce qu'on a pu montrer, tout ce qu'on a pu expliquer durant cet événement, c'est vraiment pour montrer également qu'il est important que chacun de nous puisse passer à l'action parce qu'il n'y aura pas de planète B. Donc, c'est à nous de sauver notre planète et nous sommes réellement la relève de demain. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à Joël. Merci. OK. Merci, Vanessa. Merci pour la présentation. Merci Joël, je vais reprendre le relais pour la session questions-réponses. Alors, je vois que nous avons déjà dépassé le temps pour notre événement. On ne va pas vous retenir beaucoup. On va raccourcir donc la période de questions. Alors, quand même, on avait dans le chat, Damien, tu peux prendre la parole. Tu avais une question pour Dismas. Est-ce que tu es avec nous, Damien? Oui, tu peux ouvrir ton micro. Oui, Salut, bonsoir Claire. Ça va bien. Merci. Déjà, je remercie quand même le réseau pour cette opportunité et qu'elle offre aux jeunes pour pouvoir s'exprimer sur les changements climatiques. Je fais un coucou à Joël pour son rôle qu'il joue aujourd'hui. Déjà, Dimas m'intéresse particulièrement parce que j'ai vu quand même son rôle dans l'organisation des COP.
Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes reprochent les déplacements en avion pour aller faire les COP, mais ne sachant pas que les émissions numériques sont de 4% des émissions de gaz à effet de serre plutôt, donc environ 1% de plus que les émissions par avion. Et je voudrais savoir quand même, par rapport à Dimas, excusez-moi, quelles sont les dispositions prises lors de la COP27 pour amoindrir les émissions sur le volet numérique, parce qu'il était quand même basé, qu'il était vraiment impliqué dans ce domaine. Merci. Donc, c'était ma question. Merci. Dismas, est-ce que tu veux répondre à la question de Damien? Es-tu avec nous? Merci beaucoup. Ouais, je vais répondre. Vous m'écoutez? Oui, on te reçoit. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Damien, pour cette question. C'est une question vraiment intéressante et aussi importante. Mais ce que je vais dire, c'est d'abord rejoindre Cécilia sur les conclusions. Donc, cette COP, je peux dire que cette COP n'a pas vraiment touché tous les coins. Tous les coins, disons, tous les coins des questions qui pouvaient être traitées. Par exemple, sur le numérique, sur la biodiversité, sur l'eau, sur les océans, sur la pollution. On n'a pas parlé vraiment de ces histoires. Ils avaient beaucoup parlé de la justice climatique en s'efforçant à renforcer la création du fonds sur les pertes et dommages. Même il y a les sessions, il y a les pré-sessions que les délégués font 2 ou 3 jours avant le lancement de la COP. En fait, c'était ça. Donc, je peux dire qu'il n'y avait pas vraiment des solutions. Je suis désolé parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Ça, c'est sur les conclusions. Et ce qui me concerne, moi, j'étais donc dans l'équipe technique. Je pourrais dire que j'étais dans l'équipe technique. S'il faut avoir les condensés ou les résumés de la COP, là, je pourrais faire des recherches sur le site comme les autres. C'est bien, tout ce qui a été dit, passé à mes oreilles, je les voyais, je les comprenais, je les entendais, mais du fait que c'était l'ensemble de tout le COP, donc on n'a pas une particularité sur un point. Donc, c'est ça que je peux te dire. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et puis, excusez-moi, je vais aussi le dire. C'est-à-dire, a dit que la COP a duré 20 jours. Normalement, on devrait finir les 18. Mais il y a d'autres jours. Donc, les 2 jours là qu'on a ajoutés, on travaillait nuit et jour. Vous allez comprendre que nous autres qui étions dans la technique, on restait là-bas jusqu'à ce qu'il termine. Mais qu'est-ce que les délégués visaient? Les délégués visaient l'établissement du fonds pour les pertes et dommages parce qu'il y avait 2 exemples alarmants qui étaient sur place. L'exemple du Nigeria, il y avait au moment même de la COP, il y avait les inondations qui étaient en train de ravager le Nigeria et le Pakistan. Donc, sur cela, donc les délégués, les grands négociateurs, je dirais, se sont mis ensemble pour chercher cela. Donc, ils ont un peu oublié d'autres choses. Parce que si vous avez bien suivi Cécilie, il avait dit qu'il n'y avait pas de mesures qui ont été prises pour lutter, ou bien pour réduire progressivement les émissions. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils ont respecté encore, ils ont mis encore en vigueur les accords de Paris. Les accords de Paris donc, qui exhortent l'utilisation de telle façon que la Terre, la planète ne dépasse pas 1,5 degrés Celsius. C'est ça, je ne sais pas si j'ai rejoint votre somme. Merci Dismas. En tout cas, je pense qu'on n'a pas toutes les réponses. Quand même, Dismas, moi j'ai une question supplémentaire et après je vais donner la parole à Jeannot, je pense, qui lève la main. Dismas,
Moi, je sais pas, j'avais fait quelques recherches, tu sais, sur des plateformes. Il y a des plateformes, notamment, j'ai une plateforme de management énergétique qui permet notamment, tu sais, par exemple, de réduire ta consommation quand tu utilises le numérique et tout. Il y a des Français qui ont conceptualisé ça, par exemple. Je sais que ça existe. Est-ce que au sein de la COP, là, tu as vu ça passer quelque part en technique, qu'ils essayaient d'optimiser ou de réduire leur consommation liée au numérique ou pas du tout? Et après, on va passer la parole à Jeannot rapidement. OK, merci beaucoup. Non, je peux dire non. En tout cas, là, franchement, je peux dire non. Okay, c'est un vrai problème parce que je pense qu'il devrait faire l'effort de le faire. C'est un vrai problème, bien sûr. Je dis non parce que nous, on était beaucoup concentrés. Même les staffs, c'était comme si eux, ils étaient des spectateurs. En tout cas, je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire parce que c'est ce que j'ai vu. Les staffs des Nations Unies, les travailleurs des Nations Unies sont là comme les spectateurs. En fait, on peut le constater. À un certain moment, moi, je me demandais, est-ce que si vous analysez d'autres COP que vous avez déjà enregistrées, dans lesquelles vous avez participé, quelle est la différence entre cette COP et la COP 26, ou bien 25, ou bien combien? Eux, ils me disaient, en fait, nous ne sommes que les intermédiaires, les juges. Donc, nous travaillons dans le secrétariat de la Convention, et la Convention est là pour permettre aux délégués de négocier. Donc, si les délégués ne négocient pas, s'il n'y a pas de jeunes, des associations, des leaders qui viennent pour négocier, nous ne sommes rien. Donc, c'est ça ce que je peux dire. D'ailleurs, ça a une liaison avec ce que vous venez de me poser. Prochaine question. Merci beaucoup, Dismas. Pour essayer de faire une synthèse rapidement, c'est que moi, je pense qu'il devrait montrer l'exemple sur tous les plans. Effectivement. On en est loin de ça et je pense aussi que c'est pour ça qu'entre les décisions qui sont insuffisantes et on le sait, entre l'organisation gigantesque et tout, on pollue énormément en faisant des COP, en gros. Puis, est-ce qu'on s'attendrait un minimum, je pense, à prendre des décisions qui satisfassent un petit peu tout le monde, sauf que c'est toujours pas le cas. Et on en est à la 27e. Donc, je pense qu'il faut se poser des questions vraiment et puis ne pas lâcher ça et puis protester parce qu'il y a des choses qui sont complètement débiles, quoi. Moi, ça me fait sauter de ma chaise ce que j'entends pour certains aspects ce matin. Alors, Jeannot, merci encore Dismas pour la réponse. Jeannot, rapidement, une petite question et ensuite on va clôturer l'événement. Je te donne la parole. Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole et bonjour et bonsoir à tous. Je suis Jeannot depuis Rwanda dans le cadre de mon stage. J'ai vraiment aimé vos différentes interventions que vous avez faites, en tout cas, coup de chapeau. Et j'ai deux petites questions. Une question, ça s'adresse au réseau et l'autre question, c'est concernant les différentes interventions faites par Donna et Arsène. Concernant les réseaux, j'aimerais savoir, est-ce que le réseau le réseau prévoit organiser des conférences pour une sensibilisation ou soit élargir un peu la structure. Et la deuxième question, j'aimerais savoir, est-ce que Donna, sur le niveau national, est-ce que Donna et Arsène ont eu quand même à participer à une conférence organisée, que ce soit de votre part ou bien sur le plan, soit disons, été délégué. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci Jeannot pour la question. Je vais peut-être passer la parole à Arsène. Arsène, si tu peux répondre peut-être aux deux aspects, aux deux questions de Jeannot, je le pense que tu as toutes les infos. Puis sinon, je viendrai compléter pour répondre à Jeannot. Est-ce que tu es avec nous, Arsène? Ou Donald? Oui, ils sont tous les deux là. C'est bon. Ah oui, ce que moi je peux dire à Jeannot, déjà au travers de nos affiches, on était en train de montrer que c'était toute notre première communication, notre toute première conférence pareille que le réseau est en train d'organiser. Donc, disons, en dehors de cette conférence, le réseau n'a pas encore eu à réunir des gens et c'est un peu de parler, que ce soit pour l'élargissement ou soit
pour quelconque événement. Mais pour ce qui est d'être délégué, je tiens encore à rappeler que si nous avons eu à prendre part aux travaux de la PRECOP, c'était parce que le réseau, effectivement, avait envoyé une invitation à Donald. Je me rappelle très bien, Donald avait reçu une invitation pour prendre part à ces travaux, à tout cet événement-là de la PRECOP. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire à Jeannot, jusque-là. Merci beaucoup, Ça va. Merci pour la réponse. Je ne sais pas, je pense que je vais essayer de répondre à ta première question, Jeannot, concernant les activités de sensibilisation, etc. Présentement, donc le réseau UNICE, et là je vais parler de l'équipe UNICE, qui est pour le moment, pour le pôle Université Laval en tout cas, pour le moment, déploie un événement par mois avec des thématiques vraiment très variées. Ça peut être aussi dans un but de sensibiliser le grand public, etc. Les événements sont très divers et variés en termes de contenu scientifique, en termes d'intention aussi, sur quelle voie, en tout cas, veut porter l'événement en question. Donc, c'est un rendez-vous une fois par mois. Et ensuite, ce que je peux donner aussi comme indication, il y a actuellement des projets collectifs en cours dans le réseau. Et à l'intérieur de ces projets collectifs-là, les membres initiés qui ont des bourses pour mettre en place leurs projets collectifs, font des activités de sensibilisation, donc on pourrait dire sur place, c'est-à-dire par rapport à où ils habitent, où ils déploient les projets collectifs. J'espère que je réponds à ta question pleinement. Donc voilà, pour terminer, je vais passer, donc je vais vous rappeler, je vous ai mis le lien du Google Form pour avoir vos avis et aussi merci pour vos idées et votre support. Donc n'hésitez pas à aller nous dire ce que vous pensez puisque vous souhaitez éventuellement pour les prochains événements UNICE. Si vous voulez en organiser un carrément, nous faire signe dans ce Google Form-là. Et là, je vais laisser la parole à Joël pour conclure un petit peu et vous rappeler les liens importants concernant le réseau UNICE. Et ensuite, on passera au remerciement en revenant vers moi. Joël, je te laisse la main pour nous rappeler les liens importants du réseau. Joël, oui, tu es là? Oui, je suis là. D'abord, il est important de pouvoir suivre, si vous voulez vous inscrire, par exemple, le réseau et autres, nous avons nos liens pour pouvoir rejoindre le réseau. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Donc, vous pouvez retrouver le réseau unique sur tous ces réseaux simplement en tapant juste @unique network pour pouvoir voir tout ce qu'on partage dans le réseau. Vous aurez quand même les liens dans le chat pour pouvoir intégrer au cas où le Google Form sera envoyé pour ceux qui veulent l'intégrer. Donc, c'est un peu ça. Donc, Claire? Oui, alors merci Joël. Il est important aussi de vous rappeler, donc là je vous ai mis vraiment tous les liens de nos réseaux sociaux. Je dis nos, alors parce que j'ai un peu double casquette. Aujourd'hui, je suis avec vous en tant que membre leader du réseau UNICE. Je fais également partie de l'équipe UNICE du pôle Université Laval. Donc, on souhaitait quand même vous rappeler certains éléments importants pour contacter l'équipe UNICE. Vous rappeler aussi que le réseau recrute présentement. Donc, si vous êtes étudiant, vous parlez soit le français, soit l'anglais. Pour nous rejoindre, il faut simplement remplir un formulaire. Je vous l'ai remis aussi dans le chat. Donc, voilà. Merci beaucoup, Joël, pour cette clôture d'événement. Donc, maintenant, passons à ma partie préférée, les remerciements et clôture. Donc, j'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement nos nombreux panélistes d'aujourd'hui. On a eu un événement absolument très riche. J'ai appris beaucoup de choses pour leur partage d'expériences exceptionnelles, inspirants.
J'aimerais aussi remercier mes deux compères pour avoir organisé avec moi le panel, Vanessa, Joël. On remercie également Hardy Kibungu qui nous a produit tous les visuels pour cet événement. Un grand merci vraiment Hardy. Donc on souhaite aussi remercier tous nos coéquipiers qui ont participé de près ou de loin à cet événement. Je vais aussi pour ma part remercier Caroline Leroux, que vous ne voyez pas présentement, qui fait partie de l'équipe Unicé, qui nous a aidés aujourd'hui, qui était en background dans cet événement pour assurer la technique si on avait des problèmes. Merci beaucoup. On la remercie aussi avec Mathilde Leclerc, qui est notre chargée de communication à l'équipe Unicé, pour le relais de l'information sur les réseaux sociaux et donc les suivis par courriel. Donc merci à vous deux. On voudrait remercier collectivement nos camarades du réseau Unicé. Pour ceux qui ne font pas encore partie de la grande famille, venez nous rejoindre. On donne vraiment, le but c'est de donner du pouvoir à nos actions climatiques, donc venez nous rejoindre. Et maintenant, je vous invite tous à ouvrir vos caméras pour dire un bye-bye final. Une excellente journée, merci d'avoir assisté à notre événement et on vous dit à très bientôt et prenez soin de vous.